Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des interviews Skill to Sell. Aujourd'hui, je reçois Alexandre. Salut Alex. Bonjour François, tu vas bien? Très bien et toi? Aujourd'hui, c'est un épisode d'interview d'experts. Tu vas nous parler de l'art oratoire et je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre. Donc, je vais te laisser par te présenter. Merci pour ton invitation et bonjour et merci aussi à tous ceux qui prendront le temps de nous regarder. Je m'appelle Alexandre Damiani, j'ai créé une structure qui s'appelle Lego Voce. Je suis professeur d'art oratoire, conférencier et orateur professionnel moi-même, metteur en scène et comédien, vocaliste principalement. Et j'ai créé cette structure pour aider tous les gens qui en ont besoin, artistes ou non-artistes, dirigeants d'entreprise, avocats, professeurs des écoles, ma boulangère, quiconque veut améliorer sa voix, et je ne le dis pas pour rire parce que ma boulangère est ma cliente, ça fait beaucoup de bien et il y a beaucoup de choses qui passent par la voix, comme tous les gens qui ont monté un business et qui ont dû faire de la com le savent. Voilà en compacté ce que je peux dire. Bon, avant de rentrer dans ce que c'est que l'art oratoire et comment on peut améliorer sa voix et transmettre beaucoup plus d'informations, est-ce que tu peux revenir un tout petit peu sur ton parcours? Bien sûr, avec quel niveau de détail souhaites-tu? Écoute, le niveau de détail pour un public qui a besoin de te comprendre et de savoir comment tu en es arrivé à ce niveau-là. D'accord. Ça fait 25 ans que je m'intéresse à la voix, à la narration, à la comédie, aux histoires. J'ai simplement eu tout un parcours protéiforme pour atteindre la conscience que c'est un métier Hein. et en faire un métier. Donc classiquement, dans mon parcours scolaire, j'ai fait une classe prépa et une HEC, Hein. Audencia à Nantes, que j'ai complété avec un master à l'ESCP. En parallèle, j'ai un doctorat de philosophie. Et comme en fait ça ne me plaisait pas du tout de travailler ni en université ni dans une entreprise, après avoir essayé pendant quelques mois après mon diplôme, je suis parti dans tout un tas d'autres choses, dans un parcours qui a impliqué le chômage, le bûcheronnage, les boulots de videur, mais aussi de professeur de maths, d'anglais, de philo, l'immobilier, jusqu'à ce que je me fixe dans la radio et que je devienne réalisateur d'émissions littéraires, c'était il y a 10 ans. Et c'est ce qui a lancé le parcours, à côté d'une carrière de sportif de haut niveau qui a été mon gagne-pain en tant que coach sportif professionnel diplômé d'État en sport de force. Voilà, mais j'ai formalisé tout ça seulement il y a quelques années avec l'Ego Voce en me rendant compte que cette approche qui en fait mélangeait entrepreneuriat, philosophie, sportivité et artistique, euh, était assez unique. Donc j'ai déposé le concept à l'INPI et j'ai lancé cette approche de cette façon pour ne justement pas faire le prof de chant ou le coach en prise de parole publique un peu cliché qui a tendance à agacer tous les CEO qui n'ont pas que ça à faire. Voilà. Et alors, du coup, si tu devais résumer ta méthode, comment tu interviens auprès d'un dirigeant pour l'aider à s'améliorer? Tout dépend sa demande, mais pour lui comme pour les autres, mon fil rouge sera toujours le même, c'est la ligne éditoriale de la maison. Briser l'autocensure qui est intégrée de manière inconsciente et subliminale parce que la vie, le travail, l'organisation sociale du travail amène ça. Et à partir de là, on cause. C'est ce que je fais principalement dans les cours de négociation, avec un côté un petit peu iconoclaste, mais qui fait toujours son effet. C'est particulièrement vrai dans les cours de négociation. En gros, et pour aller vite, beaucoup de choses qu'on a tous appris sont fausses, non pas par méchanceté ou par incompétence, mais parce que, à l'usage, on se rend compte que ce sont des outils de la performance calibrée normative. Et dans le monde calibré normatif, du salariat ou pas que, ce qui est récompensé, c'est de ne pas faire de vagues et de travailler et d'obéir. Il y a un homme que j'aime bien, à qui je vais reprendre la formule, qui s'appelle Charles Gave, que sûrement les auditeurs connaissent pour ses Hein. interventions sur la finance qui sont toujours très vulgarisées avec beaucoup de brio. Il disait quelqu'un qui vous embauche quand vous sortez d'une école de commerce, il vous embauche pas parce que vous êtes bon. Il vous embauche parce que vous avez prouvé que vous avez une mémoire de cheval et aucun caractère. Vous avez prouvé en allant loin dans les études que vous êtes un bon âne de bas à qui on va pouvoir mettre de la charge de travail sur le dos, qui arrivera à l'heure et qui va bosser. Autrement dit, vous bosserez jamais pour vous, vous ne deviendrez jamais riche, mais par contre vous obéirez aux ordres. Je le dis de manière extrêmement lapidaire, j'essaye pas d'être polémique ou insultant envers qui que ce soit, je peux témoigner, de par mes clients avec 10 ans de recul et de mon expérience personnelle, que c'est parfaitement vrai à la virgule et qu'il n'y a absolument rien à changer à cette phrase.
Donc le premier truc que je fais exploser avec des dirigeants, c'est on enlève le jargon corporate, on enlève l'éthique de langage de réunionite à n'en plus finir, parce que en voulant faire sérieux, on garde l'esprit de sérieux sous lequel il n'y a plus rien. Et on utilise des éléments de langage et une phraséologie. Il n'y a plus d'intensité, il n'y a plus de caractère, il n'y a plus de virilité intellectuelle, il n'y a plus de performance. On flatte les gens qui veulent être flattés, on intimide les gens faibles, intimidables, on ne touche pas les puissants qui tiennent la route, qui savent gérer de l'argent et qui tiennent leurs paroles. Et or, c'est ceux-là qu'on veut toucher. Je fais vraiment très vite et très Hum. dense. Mais c'est ça. Qu'est-ce qui amène un dirigeant aujourd'hui à prendre conscience qu'il doit travailler sa voix? Excellente question. Et la réponse varie à tous les dirigeants, en fonction de chacun des dirigeants pardon, à qui j'ai pu la poser. Euh, pour certains, c'est le burn-out. Pour d'autres, c'est le constat après coup d'une détérioration de la performativité des entreprises. Hum. Tu sais, c'est la phrase de Jacques Bainville en politique, et c'est pas vrai qu'en politique, les effets sont compris quand les conséquences sont visibles, c'est-à-dire qu'il est déjà trop tard. Les causes sont comprises quand les conséquences sont visibles, c'est-à-dire qu'il est déjà trop tard. Pardon. Et c'est souvent ça. C'est-à-dire que les personnes attendent de se rendre compte de manière évidente qu'il manque ce qu'ils croient être au début le petit truc en plus pour venir Hum. voir quelqu'un comme moi. Or, l'art oratoire, la communication dans le sens noble du terme, la culture n'est pas une enluminure euh, optionnelle euh, et dispensable pour faire le malin en bout de table dans les dîners mondains. Comme je le reformule souvent pour être un peu tranchant, mais parce que je fais court et je fais sec, c'est toujours par respect pour mes interlocuteurs, n'y voyez pas autre chose, et aussi pour démontrer ce que je suis en train de dire. C'est que finalement, euh, l'application de recettes trouve ses limites, Hum. et pour la personne qui a en elle, tout le monde ne l'a pas, euh, une vie intérieure qui fait que la personne passé un certain âge et malgré un certain niveau de succès est toujours à la fois capable et désireuse de se remettre en position de débutant et d'apprendre, alors là on va faire des étincelles potentiellement, parce que tout est bon, tout y est, on a tout ce qu'il faut. Mais beaucoup de gens, passé un certain âge et passé un certain niveau de succès économique, ne viendront jamais voir quelqu'un comme moi euh, parce que finalement ça marche. Mais tout en ayant le ressenti, la conscience que ça pourrait être mieux, ça pourrait être autre. Ils me le disent des fois comme ça, je sais pas trop ce qu'il y a, mais il y a un truc. Je sens qu'il y a un truc. Oui, je vous confirme, il y a un truc. Mais c'est beaucoup plus qu'un truc. Quand on tire ce bout de ficelle de la pelote, on s'aperçoit qu'elle est gigantesque. Mais par contre, l'amélioration, le changement, les progrès arrivent dès qu'on emprunte ce cheminement. Et c'est la faute de personne, pour terminer juste là-dessus. J'ai une fois un de mes clients experts comptables qui m'a dit ça, et c'était très vrai. On rigolait, il m'a dit les deux compétences principales dans la vie, on s'en aperçoit avec le recul à 30-40 ans, sont l'éducation financière et l'éloquence. C'est-à-dire mon métier et ton métier. Et ce sont les deux choses qu'on a retirées de l'éducation nationale dans le programme généraliste de formation des jeunes gens. On est d'accord. Donc le bas blesse, voilà. Euh, L'éloquence, l'art oratoire, c'est souvent assimilé à des rôles de commerciaux, d'ailleurs pas forcément très valorisés. Comment tu fais prendre conscience, toi, que en fait, être éloquent, c'est pas juste être un beau parleur? Je commence par creuser les raisons qui ont amené la personne à être sûre de cette pensée-là. Et en général, comme mes interlocuteurs sont intelligents et bien disposés, ils se rendent compte par eux-mêmes en relatant leur parcours et en décryptant leur cheminement de pensée que c'est un point de vue, c'est-à-dire un bastion idéologique que l'on défend euh, pour de bonnes et de mauvaises raisons, que de croire que la vente c'est un petit peu de l'enfume, la négociation c'est un peu de la manipulation, l'art oratoire c'est un peu du vent. Ce sont des conneries, purement et simplement. Et si on pousse le bouchon un peu loin, je vous garantis, parce que j'en ai connu quelques-uns dans ma modeste vie quand même, les vrais puissants ne pensent pas ça du tout.
mais ils adorent que le reste des gens le pensent. Tu peux détailler? Je peux détailler. Souvent, les gens qui ont atteint des positions de pouvoir assez importantes ont tout un cheminement, une façon de voir le monde et une façon de s'exprimer. Et quand ils transmettent ça à des gens dont ils ont besoin pour travailler, qui doivent être brillants mais quand même en dessous d'eux pour pas générer leur propre concurrence en interne, ils leur donnent d'autres outils. Quand tu Mhm. regardes une émission culinaire, le chef que tu vois dans son émission te donne jamais la vraie recette. Parce qu'il va pas te filer, tu vois, il va pas tout te filer comme ça parce que simplement il te trouve sympa. C'est un petit peu du protectionnisme d'une certaine façon, ce que je peux comprendre. Et c'est un peu ça le phénomène qui se passe. Euh, un exemple très simple, la négociation. Je le fais tout le temps pour des gens qui travaillent des entretiens d'embauche ou des entretiens de négociation salariale pour augmenter leur salaire. Le premier truc qu'on apprend, c'est de commencer à se présenter et de ne surtout pas parler de salaire. Moi, j'arrive en disant, c'est exactement ça qu'il faut faire et pas l'inverse. Mhm. Ne commencez jamais par dire bonjour, je m'appelle Maman. Déjà, bonjour, vous l'avez dit en entrant, à moins d'être mal poli. Le mec sait très bien comment vous vous appelez, il sait très bien avec qui il a rendez-vous. Attaquez direct. Je me suis intéressé à votre entreprise, je comprends sa problématique, j'ai une idée de solution, je voudrais en parler avec vous, je suis là pour le job. Voilà ce que je valais dans mon dernier job, je voudrais ça de plus parce que je suis là pour progresser. Est-ce qu'on s'entend là-dessus? Si le mec vous trouve impoli, que ça se fait pas, que machin, vous vous cassez, vous vous levez, vous vous barrez. Il n'y a rien à attendre de ça. Rien. Rien. Il n'y a que deux types de personnes dans le business face à l'argent. Il y a ceux qui payent et il y a ceux qui causent. Après, je vous dis pas d'être arrogant et d'être complètement lunaire. Il faut savoir ce qu'on vaut, faut pas arriver en faisant des coups de bluff, parce que ça, on se le reprend dans les dents et c'est bien normal et c'est bien mérité. Mais quand on sait ce qu'on vaut, parce que c'est prouvé par les résultats obtenus et par la longévité, il faut tout de suite et toujours parler d'argent. On est exactement là pour ça, pour en gagner. Et donc à vous de convaincre que si vous voulez qu'on vous paye 100 000 par an, c'est parce que vous allez faire gagner 200 000 à la personne qui vous embauche. Et il faut l'en convaincre sur des trucs réels. Il ne faut pas juste l'en convaincre alors que c'est pas vrai. Il faut l'en convaincre parce que c'est vrai. Donc il faut que ça le soit, mais il faut être capable de le dire. Il faut être capable de le transmettre, il faut être capable de persuader. Par contre, celui qui arrive en demandant une place et qui a des angoisses à demander d'être rémunéré ce qu'il vaut, il sera embauché et il sera écrasé et sous-payé, même gentiment, même partiellement, toute sa carrière. C'est mon expérience des gens qui viennent me voir pour ça. Donc il y a tout un truc à casser et à prendre presque à rebours, et au début ça peut paraître choquant et polémique, là je le dis vite pour les besoins Mhm. de l'exercice, mais c'est vraiment ça la base. C'est justement parce qu'on n'ose pas poser les choses un peu brutalement dans leur vérité brute comme ça au début, qu'après en situation on n'est pas capable d'aller dans le bon sens et ensuite d'affiner. C'est ça mon expérience. Mais alors, du coup, différence entre art oratoire et bluff, c'est quoi? C'est très simple. L'art oratoire, c'est un des 7 arts de l'Antiquité. C'est noble, c'est poétique, ça a à voir avec la culture, ça a à voir avec la connexion authentique d'humain à humain, pour dire quelque chose qui a du sens, et non pas qui fait sens, comme disent les gens qui parlent franglish à force de passer trop de temps sur Internet. Donc on parle pour dire le logos grec, pas la parlerie, pas la jacasserie. Sinon, c'est du bluff. Ouais. Et le bluff, par définition, ça veut dire je ne suis pas ce que je dis que je suis, mais je tente de te le faire croire pour pouvoir avoir un bénéfice à mon profit, mais à tes dépens. Alors qu'une négociation, c'est pas ça. Une négociation, c'est on se respecte, on sait pourquoi on est là. Tu es acheteur d'un truc que je vends ou l'inverse. Maintenant, on va négocier sur les modalités qu'il y a autour de cet échange. On va pas discuter le bout de gras comme les marchands de tapis. Si on a besoin de le faire, c'est que l'un des deux se fout de la gueule de l'autre. Et donc, on n'a rien à faire là, on arrête. En revanche, on négocie les modalités. Jusqu'où peut-on aller tous les deux? Est-ce que nous établissons une relation de long terme? Va-t-elle créer une intimité, une complicité professionnelle qui font qu'on va pouvoir déborder sur d'autres domaines créateurs de plus-value et de bienfaits pour nous et les gens qui seront avec nous?
Et là, on peut se dire, ah oui, mais alors là, attends, on peut faire un geste sur ce tarif de ce produit parce qu'on voit telle autre opportunité sur le long terme, etc. Ça, c'est de la négociation. C'est un truc de grande personne et en réalité, c'est très noble. Et c'est l'antithèse du bluff et de la manipulation qui sont conspués et méprisés à juste titre et qui sont des trucs de petits mecs, qui sont des techniques hélas efficaces, c'est pour ça qu'elles sont utilisées, pour subvertir les gens pressés ou dans la gêne ou dans la fragilité financière ou psychologique. Ce sont des techniques de camelot sur un bazar. Et ça c'est minable. Il n'y a rien d'autre à dire que ça. Ça, c'est pas de l'art oratoire. C'est de la logorée. C'est de Hum. la faconde. C'est pas de la rhétorique. Alors, comment on s'entraîne à l'art oratoire et dans quel contexte on peut le mettre en place en dehors du contexte de négociation? On s'entraîne à l'art oratoire avec des spécialistes du sujet avec qui il faut travailler, comme je peux être moi, mais comme il y en a d'autres. Le conservatoire est une bonne école. L'ENA peut être une bonne école pour certaines mesures. Donc ça demande des parcours universitaires. On ne fait pas ça dans des modules séparés, mais il existe des instituts de parole aussi, qui sont des confrères. Moi, je fais ça en freelance, mais il y a des instituts. Il y en a à prendre, il y en a à laisser, hein, chez tout le monde et chez tout type de formation, mais il y a des professionnels pour ça. Et puis ensuite, il y a l'entraînement, beaucoup lire, beaucoup parler, beaucoup écouter, si je veux le résumer simplement. Vous voulez être Ouais. bon à la parole, entraînez-vous à la parole. Mais entraînez-vous à la parole, qui est la transmission de quelque chose de dense et de puissant. Donc ça vient de l'écrit. Parlez comme vous écrivez, écrivez comme vous parlez. Donc n'ayez pas peur d'utiliser le subjonctif, le passé simple, de faire les liaisons. Bannissez de votre vocabulaire tout ce qui est corporate franglais à la mode, comme je viens de le faire là, avec mes plus plates excuses. Mais tu vois, il y a cette volonté d'aller vers le mieux et d'imposer un niveau réellement atteint. Tout le monde respecte ça, ça ne laisse personne insensible, personne ne se sent pris de haut ou brutalisé quand on l'amène avec par ailleurs une gentillesse et une honnêteté, qu'il faut avoir évidemment. Au contraire, ça provoque un respect immédiat. Ouais, mais dans un contexte où aujourd'hui où des gens écrivent de moins en moins, ou en tout cas sont de plus en plus, à dire, économes de leurs mots, maîtrisent de moins en moins de mots et de moins en moins de nuances, comment faire progresser ces populations-là dans l'art oratoire et l'éloquence? Tu veux ma réponse sec et nette? Je veux toutes tes réponses. Vous valez mieux que ça. Vous valez mieux que si vous avez 45, 50 ans, que vous avez monté un business, fait de l'argent, que vous avez réussi socialement et financièrement, que vous envoyez vos gosses à l'université, vous avez prouvé que vous êtes capable de générer de la valeur. Alors dites-vous bien, pour aller au bout de la logique, que vous valez mieux que ça. Et qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est être un espèce d'adolescent mental éternel, un puceau du réel fan de gadgets, qui va reléguer à ChatGPT ou à des posts de réseaux sociaux la tâche de s'exprimer envers le monde. C'est à peu près aussi con que d'aller payer un tailleur pour se mettre un costume sur mesure et de finir avec une cravate en plastique chinoise à 10 balles qui va tout gâcher. Mais encore faut-il prendre conscience que c'est important et oser aller jusque-là. C'est un problème d'oser aller, c'est pas un problème de comprendre. Donc la réponse, elle est très claire. Vous savez, vous n'avez pas besoin de moi pour ça, ni de personne d'ailleurs. Vous savez tous qu'il faut mieux utiliser les petites choses qui sont entassées derrière moi que ce truc-là. Vous le savez tous. Donc, réintégrer dans votre vie un respect de vous-même qui consiste à retourner au livre, à retourner à la parole qui est belle, qui est vraie, qui est puissante. Exercez-vous-y, pensez-vous digne de ça, et là, on est dans un chemin qui se met à la hauteur de la prétention qu'on a et qui arrête d'être une prétention. En revanche, il faut être logique et il faut être honnête, il faut être courageux quand on réfléchit. On ne peut pas, euh, on ne peut pas concilier une chose et son antithèse dans le même espace de vie. On ne peut pas écouter les podcasts en x2 parce qu'on n'a pas le temps en pensant à 15 000 autres trucs
et développer comme il se doit l'art oratoire. Ce sont des mauvaises habitudes qu'il faut enlever. Les choses de valeur, il faut prendre du temps. Ça se Mmh. construit dans le temps et ça se construit avec une implication, avec une discipline. C'est pour ça que j'ai monté ce que j'ai monté comme je l'ai monté. C'est un, Ce que je vends est un service élitiste assumé qui demande une implication en temps, en argent et en énergie de la part de gens qui entendent en bénéficier. Mais c'est pas un mouvement d'humeur ou une arrogance personnelle. C'est que faire autrement que ça, c'est trahir ce qu'on prétend mettre en avant. Parce que l'art oratoire implique ça. Tout comme être bon musicien, tout comme être bon sportif, tout comme être écrivain, tout comme être chef d'entreprise. On ne peut pas être chef d'entreprise qui pense devenir millionnaire avant 30 ans en dilettante, et sans sacrifice, et sans discipline. Là, c'est la même logique. Donc ce qu'il convient de réexpliquer aux gens, parce que ça par contre c'est pas du tout leur faute, c'est comme tu l'as très bien dit, l'époque qui veut un peu ça, c'est que c'est pas juste du blabla, l'oralité. C'est pas juste du blabla. C'est une arme. C'est une arme très puissante dans l'arsenal, c'est une compétence majeure à avoir, notamment pour monter un business au même titre que le contrôle de gestion ou l'analyse financière, le marketing, la capacité à encaisser une grosse charge de travail, euh, vraiment au même niveau. Et ça, il faut l'expérimenter pour le comprendre, sinon on est contraint à croire celui qui le dit sur parole ou pas, tout en spéculant sur la véracité de ce qui a été dit. Et justement, j'allais te retourner sur cet argument-là, c'est que si c'est une arme, elle doit avoir un permis. Comment aujourd'hui on manipule cette arme? En général, à des dessins discutables. T'as pas tort, sur le côté, il faudrait avoir un permis. Et pour plein d'autres choses aussi. C'est pas comme ça que ça marche, hélas. Mais c'est un argument qui trouve sa propre résolution en poussant la logique jusqu'au bout. Euh, il est tellement évident que la parole est une arme que ça vous apparaîtra à vous comme à tous les autres au cours de votre vie. Soit ça vous apparaîtra à votre service, soit ça vous apparaîtra à vos dépens. Mmh. Donc ne serait-ce que parce qu'il existe des tas de salopards qui vont l'utiliser contre vous, ou en vous utilisant comme des pions si vous les laissez faire, ne serait-ce que par saine hygiène d'autodéfense intellectuelle, faites-vous ce cadeau que de vous rendre capable d'être inécrasable. Ne vous laissez pas aller. De la même manière que vous essayez de ne pas devenir obèse morbide pour pas crever à 50 ans d'un AVC, vous n'allez pas rester à côté de ce champ primordial qu'est la communication qui crée de la valeur et qui permet d'acquérir du pouvoir, en la laissant aux autres, d'une certaine façon. Je le dis d'une manière un peu belliqueuse et un peu chargée, mais si je dois résumer, c'est ça. Et là, quand tu t'adresses à ça, quand tu dis ça, tu t'adresses à des personnes un peu éduquées, un peu matures. Comment tu sensibiliserais un jeune qui aujourd'hui a naturellement euh, autour de lui des gens d'influence qui sont ses copains, des réseaux sociaux qui l'influencent et qui, les livres qui sont derrière toi, les a délaissés depuis déjà un certain temps? J'essayerai pas de le culpabiliser. Moi aussi, quand j'étais petit, je regardais le club Dorothée et mes parents me disaient arrête, ça va te rendre débile. Donc, Mmh. certains diront que c'est un peu vrai, que ça a un peu marché, mais j'essaye de faire ce que je peux pour qu'il n'y ait pas que ça. Mais je lui demanderai, s'il entend travailler avec moi, de faire l'état des lieux objectif des ressources dépensées par rapport aux ressources obtenues. Mmh. Est-ce que ce que tu as fait t'a donné une vie meilleure? Est-ce que le temps que tu passes sur TikTok fait de toi quelqu'un d'autonome, de capable, qui te permet de décider ta vie plutôt que de la subir? Est-ce que tu as de l'adaptabilité, c'est-à-dire l'intelligence des esclaves, ou est-ce que tu as une force motrice dont tu es le premier moteur? Je te garantis, lui dirais-je, qu'avec des vidéos TikTok et des scrollings à l'infini sur je ne sais quel réseau social, regarde juste une vidéo YouTube, tu as l'air d'aimer ça sur la captologie, tu vas comprendre tout de suite que ça fera pas de toi autre chose qu'un esclave. Par contre, ça va bien servir ceux qui tiennent le fouet.
Donc à un moment, si tu veux être heureux, si tu veux accomplir ton processus de pouvoir et que ta vie soit une vraie vie, je vais citer Empédocle, ça posera un peu. Nous ne pouvons pas, si nous voulons que notre vie soit une vie d'homme, agir et penser comme nous l'avons appris par l'héritage de l'obéissance. Ça Est- pose. Estimez-vous digne du meilleur? Il n'y a que comme ça qu'on se met en chemin pour l'obtenir. Donc, euh, à l'époque à laquelle nous vivons, c'est forcément un choc que de redire des vérités qui, il y a 50 ans, allaient de soi. Il était normal, ça fait un peu vieux con dit comme ça, mais c'est pas faux. euh, il y a quelques décennies, il allait de soi de faire ou de ne pas faire certaines choses parce qu'on savait les conséquences qui allaient en découler. Aujourd'hui, les perceptions sont complètement chamboulées par rapport à ça, et ceux qui ne prennent pas les devants s'apercevront à leurs dépens dans 10 ou 15 ans que non, on ne peut pas déléguer à ChatGPT, on ne peut pas sous-traiter à je ne sais quel robot la tâche d'avoir des idées, d'apprendre à penser, de faire des concaténations, de construire un raisonnement, parce qu'en fait, ça crée des individus totalement dysfonctionnels, incapables de résister à la frustration et à la récompense différée, parce que ça stimule uniquement la dopamine et le striatum, Ouais. et ça court-circuite le cortex orbitofrontal. Donc à un moment, la façon de l'amener à un jeune, elle est simple. C'est-à-dire, est-ce que tu es heureux? Non. La réponse est toujours non, même s'il n'est pas que malheureux, heureusement. Mais la réponse est toujours non. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est pas possible. Donc est-ce que tu veux le devenir un maximum? La réponse est toujours oui, évidemment. Donc tu te réappropries les outils qui vont faire de toi quelqu'un qui va être capable de créer ce que tu veux. Hum. Et donc à bas les gadgets, à bas les, à bas les accessoires, revenez au vrai. Et pour revenir au vrai, ne vous posez pas les questions à partir de vos petits égos narcissiques rugissants et angoissés. Posez-vous les questions en réintégrant dedans l'histoire et l'universel. C'est pas avec ChatGPT qu'on construit des pyramides. C'est avec des gens qui savent à minima faire une règle de 3 et même un peu plus. Donc, je sais qu'il y a une mode en ce moment, et je terminerai là-dessus, mais je vais quand même le placer. Je suis fatigué, moi, de voir à longueur de réseaux sociaux des autodiagnostiqués HPI qui Oui. se mettent à saigner du nez quand on leur demande de dériver une fonction affine ou combien fait 8 fois 9. Moi, je viens d'un monde où j'ai eu comme modèle des types comme Champollion, qui à 12 ans parlait le latin et le grec langue vivante et apprenait le sanskrit parce que c'était fun. C'est avec ça qu'on va dans l'espace, qu'on construit des pyramides, qu'on écrit une œuvre immortelle, qu'on fait avancer l'humanité et qu'on est fier de soi, toute grandiloquence mise à part, en ayant aussi la vie de mon grand-père que je respecte plus que tout, qui a été fromager et qui n'a pas été à l'école. Mais à un moment, le concept de virilité en latin, on le décorrèle de la masculinité, c'est la vertu, vir. On n'est pas Hum. vertueux en cherchant tout le temps des raccourcis. Quand on cherche à éviter l'effort pour atteindre la ligne d'arrivée comme un petit malin, on devient un petit mec, on devient une petite merde. On devient quelqu'un dont la parole ne vaut rien, alors que normalement la parole vaut l'homme ou l'homme ne vaut rien. Donc pour apprendre à tenir debout, il faut se réapproprier le moteur du tenir debout, et on en connaît les composantes. Le sport, la lecture, la vie décorrélée un maximum des écrans, les relations vraies avec les gens, en amitié, en business, en amour, la discipline. On va pas réinventer l'eau chaude et vendre comme un margoulin parce que c'est très à la mode des ultimate méthodes qui en 3 mois pour seulement 4000 euros, pardon, 3999 hors taxe, vont vous apprendre à je sais pas. Non, si vous voulez, je finis là-dessus pour pas être trop long, l'art oratoire c'est souvent lié au charisme. Si vous voulez avoir du charisme, commencez par avoir une vie qui vous rend charismatique. Commencez par avoir des actes qui vont amener des pensées, qui vont amener une image charismatique. Ayez des vies de darons. N'ayez pas des vies d'éternels adolescents technophiles qui, à 42 ans, sont encore en train de s'habiller avec des t-shirts Carhartt, de scroller sur leur smartphone
et de demander la permission à leur maman de faire ceci, cela. Posez-vous. Mais que le poser repose sur quelque chose de créé par du travail et de l'intelligence développée pendant des décennies. Sinon, c'est du bluff. Et il ne s'agit pas d'être un escroc. Il s'agit de, pardon, il s'agit de développer le vrai. Comment on s'entraîne à développer le vrai, justement? Dans le domaine de l'art oratoire, Dans le domaine de l'art oratoire, dans le domaine de la prise de parole, dans le domaine de... il faut absolument se faire, il faut absolument avoir une partie rien qu'à soi et une partie accompagnée. Il faut les deux. La partie rien qu'à soi, c'est prendre la ferme décision pour des raisons philosophiques profondes de vouloir maintenant une autre vie que celle qui a été jusque-là, Mmh. avec, encore une fois, lire, écouter, Ouais. déclamer. Moi, je passe 8 heures par jour en moyenne depuis 20 ans à écouter et à parler, et à lire, et à écrire. Sinon, je serais arrogant de prétendre faire ce métier. Voilà, tout simplement. Et de toute façon, c'est tellement passionnant que quand on est passionné, c'est pas tellement un effort. Ouais. Ça, c'est la partie pour soi. Et pour la partie accompagnée, eh bien, c'est très formel, c'est très technique aussi, hein. Il y a une vraie composante parfaitement concrète. Eh ben, je plaide pas spécialement pour ma chapelle, il y a d'autres professionnels que moi, mais prenez un professionnel, il va vous faire travailler. C'est un exemple que je prends pour te répondre. Le Conservatoire supérieur d'art dramatique, c'est 5 ans la formation. Mmh. Pendant la première année, tu ne mets pas un orteil sur une planche. Tu commences par réapprendre à parler. Exercice au crayon. Allez, et on apprend à réarticuler. Voilà, par exemple. Tu réapprends par cœur la diction, l'élocution, dire les voyelles, déclamer sans s'étouffer, la voix de poitrine, la salivation excessive, la projection dans les résonateurs, les vocalises, qu'est-ce que c'est que la voix saturée. Rien que sur le chant, on pourrait en parler 1000 ans. C'est un domaine philosophico-artistico-scientifique. C'est pas pour rien que phoniatre, c'est une spécialisation qui prend parfois jusqu'à 10 ans après les 10 ans de médecine. Mmh. C'est un vrai domaine de compétences profondes, scientifiques, techniques, donc ça s'apprend, et ça s'apprend avec un professionnel, parce qu'il y a des choses à faire, à ne pas faire, des routines physiques et artistiques et sensorielles à mettre en place, des exercices de respiration, des exercices de diction, et puis bien sûr ça va au-delà des petites méthodes, des petites techniques, mais il y a ce côté-là. C'est comme une vie de sportif de haut niveau, d'une certaine façon. Je comprends. Je n'en doute pas. Euh, Qu'est-ce qui surprend le plus tes clients quand ils viennent vers toi et qu'ils commencent à rentrer dans ces techniques-là avec toi? La plupart d'entre eux sont pas trop surpris parce qu'ils ont pris le temps de m'écouter, me lire et me connaître avant de venir me voir, sinon ils ne seraient pas là, donc ils savent à peu près à quoi s'attendre. Mais en revanche, ils vont quand même être surpris de découvrir sur eux des choses qu'ils ne pensaient pas. Mmh. Et en général, ils en sont d'ailleurs assez stimulés. J'entends souvent cette phrase, c'est ah ouais, je pensais pas que ce serait à ce point. Je pensais pas que simplement cette petite différence d'intention, de respiration, de placement pouvait tout changer. Je pensais pas qu'on pouvait creuser dans les arrière-cours presque philosophiques jusqu'à ce point dans ce domaine. Oui, parce que pour eux, c'était un truc de comédien ou un truc de conférencier. Il y a des Mmh. techniques, ça s'apprend, et puis allez, quoi. Mais c'est ce que je leur dis parfois, c'est comme si on disait que écrire, comme on l'a tous appris au CP ou au CE1, c'était, bah allez, Chateaubriand, c'est comme quand on faisait les lignes avec la maîtresse, mais poussé un peu plus loin. Non, 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 non. C'est la même différence qu'il y a entre faire 3 km de jogging le dimanche matin et être Usain Bolt en sport professionnel de haut niveau. C'est pas la même chose hypertrophiée, poussée plus loin. C'est deux choses totalement différentes qui donnent l'impression à l'œil externe, un peu pressé et pas forcément éduqué sur la chose, d'être la même chose. Donc entre, le, entre la parlerie et l'art oratoire, et je vais faire exprès de le dire comme ça, il y a autant de différences qu'entre faire l'amour à la femme qu'on aime et regarder du porno. Mmh.
Euh, Dingue. voilà. Je vous laisse avec ça, tiens. À chacun de se faire son image et de se faire son analyse. Voilà. On avance et on progresse dans cette interview. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose? Sur le fond, pas vraiment, parce que je Mhm. pense que si tu as construit ça très correctement de façon à ce que l'essentiel soit dit. Tu me l'as bien fait sortir. Euh, Quelques anecdotes peut-être auxquelles je pense qui illustrent le propos, mais sinon, non, je ne vois rien qui manquerait sur le fond. Je termine toujours ces interviews par un petit quiz. Alors, on va le personnaliser. T'es plutôt thé ou café? Café. T'en prends combien par jour? Trop. Deux grands mugs le matin. Ah, ça va, c'est. Ah. Quel est ton mot préféré? Ardeur. Ah, explique. Ça vient du grec, le eukixéon, le Mhm. souffle qui fait vibrer la vie. Et ça, la voix, c'est avant tout l'intention d'agir. La voix dit ce qu'est une personne au-delà des mots qu'elle utilise, des postures qu'elle prend et des circonvolutions qu'elle essaye d'avoir. La voix, parler ou chanter, nous dit beaucoup sur ce qu'il y a à l'intérieur des gens. Et elle nous dit le seul critère qui compte, c'est l'ardeur du vouloir vivre incendiaire et explosif, qui est l'antithèse de la servilité, de la soumission et du malheur. Donc, c'est un complément à la réponse de tout à l'heure. Un jeune qui vient me voir et qui est écrasé par les mensonges de l'époque, s'il a l'ardeur, et c'est pas très dur à réveiller chez les jeunes, il ira plus loin. Tu sais, c'est la phrase de, c'est dans un taxi pour Tobruk, je crois, une brute qui marche va plus loin que deux intellectuels assis. Ouais. Bah finalement, c'est un peu ça, c'est le l'ardeur du l'ardeur de comprendre que vivre, c'est à chaque instant tuer la mort en nous et pas simplement être vivant et respirer et être posé là. Ça débloque tout et sans ça, rien n'est débloquable. Donc dans le sens grec profond, l'ardeur, c'est pour ça que c'est mon mot préféré. Si tu pouvais travailler avec un super-héros pour le faire progresser, quel super-héros choisirais-tu? Euh... Daredevil, parce que dans les représentations de lui que j'ai eues dans la culture populaire, je trouvais qu'en tant qu'avocat, c'était pas forcément terrible. Et en plus, lui, comme il voit pas, il se sert beaucoup plus de la voix et de l'ouïe, donc je serais content de travailler avec lui pour ça. Quelle est ta chanson préférée? Celle qui te donne l'énergie pour avancer. Oula, si je dois en prendre qu'une. Ouais. Euh, une chanson qui s'appelle Expiration Date, d'un groupe de métal américain des années 90 qui s'appelle Fear Factory. Et qu'est-ce qu'elle te donne, cette chanson? Qu'est-ce qu'elle génère chez toi? Elle m'aide à laisser mon orgueil souffrant et mon ego à ma place en me rappelant qu'il n'y a pas de temps à perdre, qu'on est bien peu de choses et qu'on n'est pas là longtemps sur cette terre et qu'il faut toujours travailler à apprendre à ignorer totalement ce qui est sans importance. Important. Sinon, il y a mon chien qui, à chaque fois que je le promène, me le rappelle. Est-ce qu'il y a une période, si tu peux voyager dans le temps, est-ce qu'il y a une période à laquelle tu aimerais vivre et entreprendre? Ah, j'ai deux réponses différentes pour soit vivre, soit entreprendre. Ah bah, j'attends tes deux réponses alors. Alors, entreprendre, ce serait dans les années 60. Pourquoi? Parce que ma génération a tendance à tellement fantasmer les 30 glorieuses tout en disant du mal des boomers que j'aurais bien aimé me faire ma propre idée.
D'accord. plutôt qu'après coup, avec des éléments qui d'ailleurs sont tout à fait valables de jugement, mais j'aurais bien aimé quand même être dedans. Ça donne toujours autre chose. Et par Mhm. contre, pour vivre, je prends l'Allemagne des 30 premières années du 19e siècle pour pouvoir rencontrer l'esprit, pour moi, le plus brillant que j'ai jamais rencontré posthumement, qui est Hegel, qui est le philosophe que j'ai suivi pendant mon parcours universitaire et qui a changé ma vie, et qui est peut-être le penseur, un des plus compliqués mais les plus brillants de l'histoire de la pensée pour moi. Et quel est le plat le plus bizarre que tu aies mangé pendant un déjeuner d'affaires? Ou un déjeuner tout court? Alors, le plat le plus bizarre. Euh, alors, j'ai souvenir d'un déjeuner d'affaires bizarre qui n'était pas à cause de la bouffe, mais qui était à cause du contexte. Mhm. Si ça te va comme réponse, parce que sinon je crois que Allez. j'ai mangé toujours des trucs assez classiques, j'ai pas mangé des insectes ou des choses comme ça. C'était il y a 15 ans, quand j'étais journaliste indépendant, et que j'avais interviewé un monsieur qui s'appelle Patrick Barriot, que je salue, et qui était un ami et un aide-traducteur de Una Bomber, Théodore Kaczynski, Mhm. euh, parce que je connaissais l'éditeur en français, Slobodan Despot, que je salue s'il voit ça, aux éditions Xenia, et que donc j'avais rencontré cet homme-là qui était avec une vie un peu d'agent secret et qui se savait surveillé par les renseignements généraux, et donc on avait pris l'entrée dans un restaurant, après on s'était déplacé pour prendre le plat dans un autre restaurant, et pareil pour le dessert. Et c'était pas du tout de la blague, en tout cas lui il le prenait très au sérieux, et à l'époque j'avais 27 ans et j'étais un peu intimidé, mais voilà, c'était passé ce truc-là. Est-ce que tu es plutôt lundi matin ou vendredi soir? Lundi matin pour le travail, vendredi soir pour les loisirs. Bon, on enregistre un lundi matin, hein, donc la preuve. Non, tout me va. Le lundi matin ne me fait pas peur puisque j'ai la vie que j'ai choisi d'avoir. Et de ce point de vue-là, vraiment, j'ai beaucoup de chance. Quelle est la chose la plus étrange que tu aies dans ton bureau? La chose la plus étrange que j'ai dans mon bureau. Euh, une vieille machine à écrire dont tu vois le capot là. Mhm. C'est une Olivetti Lettera des années 70, ça te parle, et Ça me dont parle, je, ouais. et dont je me sers pour mon écriture de loisirs. C'est soit carnet stylo, soit machine à écrire. J'essaye d'éviter d'écrire sur un ordinateur tout ce qui est de l'ordre artistico-littéraire privé. Merci beaucoup en tout cas pour le temps que tu as consacré à cette interview. Si des auditeurs souhaitent prendre contact avec toi, quel est le meilleur canal pour venir à toi? Merci pour le temps que tu m'as consacré, et c'était très agréable. Pour me joindre, vous pouvez aller sur le site de mon activité professionnelle, legovoce.com, qui veut dire en latin je joue avec la voix, Legovoce, Lego Voce. Sinon, je suis sur LinkedIn, qui est le seul réseau social sur lequel je suis à des fins professionnelles. Alexandre Damiani, vous me trouvez sur LinkedIn. Et mon numéro de téléphone professionnel et mon adresse mail se trouvent sur mon site internet. Je serais Eh ravi bien, de parler avec vous. bah, écoute, j'espère que tu seras sollicité. Je te remercie une nouvelle fois et puis je te dis à très bientôt. Merci pour tout, François. À bientôt.